Tous et bienvenue. La France est donc une nouvelle fois frappée par le terrorisme. 4 morts, 15 blessés, un lieutenant-colonel de gendarmerie, Arnaud Beltrame, qui s'est sacrifié pour sauver la vie d'un otage, et un djihadiste au profil tristement classique, un franco-marocain, fiché S, multi-condamné pour des actes de délinquance, surveillé par les services de renseignement pour radicalisation. Surveillance peut-être insuffisante, en tout cas la question se pose, puisqu'il est passé à l'acte et a massacré 4 de nos compatriotes. Christophe Castaner, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Vous êtes ministre des Relations avec le Parlement, patron d'En Marche, et vous êtes aussi un proche du président de la République. Vous nous direz s'il y a eu, oui ou non, une défaillance dans le suivi de cet individu. On parlera des 26 000 fichés S. Plus de 10 000 sont considérés comme présentant un risque de radicalisation par les services de sécurité. Avons-nous réellement les moyens de traiter efficacement cette menace? Et puis, dans les deuxième et troisième parties de cette émission, nous parlerons du climat social, les grèves, les inquiétudes sur le pouvoir d'achat, les blocages auxquels Emmanuel Macron est confronté sur le front européen. Pour vous interroger, Nicolas Barré du journal Les Échos. Bonjour David. Bonjour Nicolas, et bienvenue à vous. Et Laurence Ferrari de CNews. Bonjour Laurence. Bonjour David. Et bienvenue à vous. Première question de cette émission, Christophe Castaner est l'invité du Grand Rendez-vous. Avec vous, Laurence Ferrari. Radouane Lagdim était fiché S. Il était suivi par nos services de renseignement car en contact avec un groupe identifié comme terroriste dans la région. Il fréquentait assidûment les forums salafistes. Il a évoqué à plusieurs reprises sur ces forums son envie de partir combattre en Syrie dans les rangs de l'organisation État islamique. Il a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits de droit commun, incarcéré pendant 1 mois. En août 2016, à la maison d'arrêt de Carcassonne, notamment pour usage de stupéfiants et port d'armes prohibés. Malgré ce pédigré, rien n'a permis de mettre en évidence le signe d'un éventuel passage à l'acte terroriste. Est-ce qu'il y a eu défaillance, Monsieur Castaner? Vous savez, ce sont des attaques si faciles à faire et si difficiles à défaire qu'on peut toujours chercher une défaillance, une responsabilité. On a vu il y a 2 jours comment le courage d'un homme, mais pas seulement d'ailleurs, le courage aussi de la directrice du supermarché, d'un ancien policier qui était là, mais comment nos forces de l'ordre ont su réagir vite, avec une grande efficacité. Ce sont les mêmes forces de l'ordre qui sont en charge du suivi, de la détection de ceux qui, à un moment donné, sont classés fichiers S et ensuite sont suivis. Et puis, ces observateurs-là, dont je ne doute jamais de l'engagement, de la qualité du travail, ces observateurs-là ont jugé que pour cet assassin, pour ce terroriste, il n'y avait plus d'éléments. Après 2 ans de filature, à certains moments 2 ans de suivi, pour ne pas rentrer dans les détails, il n'y avait pas d'éléments qui justifiaient de maintenir une surveillance. Et pourtant, il a frappé. Ça veut dire qu'il les a dupés, Christophe Castaner? Alors d'abord, il y a une stratégie, effectivement, qu'on connaît bien chez ceux qui se préparent à frapper, les terroristes qui se préparent à frapper. La taquilla, ça s'appelle. De montrer que tout va bien, qu'il n'y a pas de difficulté. Dissimulation. Mais est-ce qu'on est vraiment dans ce schéma-là? On n'est plus aujourd'hui dans des attaques qui sont organisées depuis l'étranger, comme ça a été le cas il y a 2 ans. Elles étaient pilotées de l'étranger avec des hommes infiltrés qui étaient capables, effectivement, de jouer ce jeu, entre guillemets, de la taquilla et qui, du coup, se préparaient à frapper. Là, pas forcément. La menace est intérieure, là, maintenant. On voit bien que la menace, effectivement, a changé, même s'il faut continuer à intervenir. On a frappé au Sahel, on a frappé au Levant, et il est essentiel de maintenir cette pression. Daesh n'a pas totalement disparu. Ce qui se passe actuellement en Syrie, avec des prises de position des pays voisins, baisse la pression sur Daesh, et c'est une vraie difficulté, peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler, mais on voit bien comment aujourd'hui on a un homme qui un matin peut se lever, peut trouver une arme, peut trouver un marteau, un couteau, absolument, et devenir cet assassin avec les conséquences dramatiques que nous vivons. Le président de la République a demandé au préfet de convoquer la semaine prochaine des groupes départementaux d'évaluation de la radicalisation. Là encore, c'est pour leur donner un message. Quel sera ce message? D'abord, on a réformé en profondeur la question du renseignement, avec une coordination nationale du renseignement 24 heures sur 24 auprès du président de la République pour éviter qu'on ait plusieurs niveaux qui avaient des informations qui ne sont pas forcément centralisées et tenues. Et ensuite, il y a cette observation du quotidien. Il faut pour cela aussi renforcer nos recrutements. On a lancé un programme de 1700 recrutements de gens spécialisés sur ces questions du renseignement. On parle de 10 800 personnes radicalisées. Bien sûr, mais oui, mais alors attention, on entre facilement dans cet indicateur. Le fichier S n'est pas un outil de surveillance ou d'emprisonnement. Le fichier S, c'est un indicateur, c'est un outil. Il faut faire attention d'ailleurs à ne pas confondre un outil avec les moyens derrière d'emprisonnement, parce que vous tueriez l'outil. L'outil, ça peut être une maman qui s'inquiète sur la situation, le comportement d'un de ses enfants, qui
le dénonce, et à ce moment-là, vous êtes rentré immédiatement comme fichier S. Mais et le puis message, encore une fois, qui sera passé à ces groupes départementaux d'évaluation de la radicalisation, c'est quoi? C'est fermeté, c'est encore plus... évidemment la fermeté, parce qu'il n'est pas question d'être en demi-teinte sur ce sujet. Le gouvernement est totalement engagé sur cela. On a voté, il y a quelques semaines, une loi spécifique sur justement les meilleurs moyens de lutter contre tout risque terroriste en France. On a réuni il y a quelques jours un comité pour travailler sur les questions de risque de radicalisation, en particulier en prison. Le gouvernement est tout le temps mobilisé dessus. Mais si c'est le gouvernement, ce sont aussi nos fonctionnaires, ce sont nos forces de l'ordre, parce que c'est une chaîne globale qui va du renseignement jusqu'à la sanction avec la justice. Aujourd'hui, le procureur Molins est très mobilisé sur ce qui s'est passé il y a 2 jours. Il y a plus d'une centaine d'enquêteurs qui travaillent à ses côtés parce qu'il ne faut rien laisser passer. Mais évidemment, les préfets auront un message clair du ministre de l'Intérieur qui est de rebalayer la totalité des cas très régulièrement pour éviter qu'on puisse avoir quelqu'un dont on pense qu'il s'est endormi et qui puisse frapper quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard. Je donne tout de suite la parole à Nicolas Barré, mais tout de même une précision suite à la question de Laurence Ferrari. Si le président de la République a demandé au préfet de convoquer ces groupes départementaux d'évaluation de la radicalisation, c'est bien que le chef de l'État a le sentiment que sur l'affaire Redouane Lagdim, peut-être que les choses n'ont pas été faites de manière pleine et entière. Ne cherchons pas, sur un cas particulier, aussi dramatique qu'il soit, à montrer un responsable ou pas. Nous sommes, au fond, tous responsables de cela, et je ne veux pas me défausser quand je vous dis cela. Le ministre que je suis se sent responsable de ce qui s'est passé. J'ai entendu les mots de la maman du lieutenant-colonel Beltrame qui évoquait le sacrifice de son fils. Donc je ne cherche pas à vous dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Mais on sait bien que dans un système de sécurité, dès lors que la pression baisse, on peut changer nos comportements. C'est vrai aussi pour ces cellules dans les départements. Et donc il faut les maintenir éveillées. Nous savions que le risque était permanent. Le risque est toujours permanent. Le relâchement, il est possible, y compris pour les Français, dans nos comportements. Mais on a pu noter quand même sur cet attentat comment les Français, aujourd'hui, ont d'abord cette capacité de résilience, mais aussi d'adaptation. Ce policier à la retraite qu'il a, qui immédiatement a le réflexe de prendre ceux qui sont là, sa famille, de les enfermer dans une chambre froide, puis d'avoir le courage de sortir de la chambre froide pour aller prévenir les secours et donner tous les renseignements qu'il a. On voit aussi comment aujourd'hui, on a des comportements qui sont des comportements exemplaires parce qu'on s'est habitué à vivre avec le risque. Mais si on s'habitue trop, effectivement, on a des indicateurs, des faisceaux d'indices qu'on peut laisser passer. Nicolas Barré ? Deux questions très précises, très courtes. Est-ce que ce terroriste, d'abord, est passé par la Syrie, parce qu'il y a des informations contradictoires là-dessus? Et puis d'autre part, est-ce que les lettres qu'il a laissées, on a appris qu'il avait laissé des lettres, nous ont appris quelque chose sur son parcours? Je vais pas me défausser, parce que je ne vais rien vous cacher, mais il appartient au procureur Molins de faire le point sur cette enquête. Nous sommes encore au cœur de l'enquête. Et tout commentaire de ma part ferait prendre un risque à l'enquête, donc je ne le ferai pas. Bien, parlons dans ce cas peut-être davantage de la politique publique et le discours public du gouvernement sur cette menace terroriste. Manuel Valls, ancien Premier ministre qui a été confronté il y a quelques années aux pires attentats terroristes que la France ait jamais connus, a déclaré, il y a 24 heures, « La guerre sera longue », je cite l'ancien Premier ministre, « c'est l'affaire d'une génération et le pire est devant nous ». Est-ce que, Christophe Castaner, le pire est devant nous ? Il y a quoi qui est pire qu'un attentat qui tue un homme, une femme? Un attentat qui en tuerait 2 ou 3? Non. Chaque attentat est la pire des choses qu'on peut avoir. Il ne faut pas spéculer, il ne faut pas anticiper, il ne faut pas aujourd'hui se positionner ainsi. Il faut se préparer tous les jours. Et personne n'a aujourd'hui baissé la garde au niveau du gouvernement parce que nous savions le risque extrêmement présent. La menace terroriste reste à un niveau exceptionnellement élevé en France, tous les jours. Et donc, il faut effectivement lutter contre cela. Il faut lutter par l'information, par le renseignement. Il faut lutter par la lutte contre la radicalisation, en prison aussi. Ce sont autant d'outils que nous mettons en œuvre, comme nous l'avons mis avec la loi sécurité intérieure qui a été votée le 1er novembre. Il n'y a pas longtemps, mais il faut évidemment se mobiliser tous les jours. Il y en aura d'autres, des attentats, Christophe Castaner? Le risque zéro n'existe pas. Celles et ceux qui veulent vous faire croire qu'avec quelques mesures législatives, on réglerait le problème, vous mentent. Et je n'appartiens pas à cette catégorie-là. Marine Le Pen a sévèrement accroché Gérard Collomb, qui a affirmé vendredi, parlons du terroriste, elle fait partie de la catégorie que je viens d'évoquer. On ne pouvait pas dire qu'il allait être un radical passant à l'acte dans les temps qui venaient. Il est en dessous de tout, dit la patronne du FN. Nicolas Bay ce matin demande sa démission. Que leur répondez-vous?
Faut-il répondre au Front National qui, depuis de longues années, fait de la misère, fait de la violence, fait du terrorisme un petit fonds de commerce? Faut-il leur répondre? On leur répond par l'action, par la réalité. Mais je crois vraiment que plus personne ne les croit. Comme personne ne doit croire toute personne qui dirait qu'il suffirait d'une loi de mettre des bracelets électroniques à tous les fichiers S en s'asseyant sur ce qui fait le fondement de notre droit en France pour régler ce problème. Et quand le Front National demande l'expulsion de tous les fichiers S étrangers... Mais ça n'a aucun sens, tout simplement parce que fichier S, ça n'est pas être condamné. Fichier S, ça peut être vous et moi sur un comportement anormal et ce ne sera ni vous ni moi, mais sur le fait que vous alliez sur un site Internet qui a laissé filer sur sa page des menaces terroristes. Vous pouvez être immédiatement fichier S. C'est ça la réalité du fichier S. Le fichier S, c'est un outil. Le jour où vous en ferez une mesure, par exemple privative de liberté, il perdra toute son efficacité. Ce qui compte, c'est quelquefois le proviseur d'un lycée qui, parce qu'il a un sentiment bizarre, va l'indiquer. Et il faut qu'il le fasse, parce que c'est ce qui permet ensuite de déclencher le renseignement. Si demain vous dites tous les fichiers S sont en prison, d'abord, vous violez totalement les fondamentaux de droit qui font ce que nous sommes en France, un pays où le droit est quand même important, parce qu'on va en prison quand on est condamné. Pas quand éventuellement on est suspecté, pas parce qu'on a été voir un site internet qui fait la propagande de choses qui sont totalement scandaleuses. Là, il ne s'agit pas de prison, il s'agit d'expulsion. C'est ce que oui, demande le Front National. Mais c'est la même chose. Pour expulser, il faut peut-être une cause juridique. Là, il n'y a aucune cause juridique. Et cet amalgame qui est fait par le Front National, laissant penser que c'est parce qu'on n'aurait pas la nationalité qu'on serait plus terroriste que les autres, d'abord, c'est faux. 60% des auteurs d'attentats ces dernières années ne sont pas fichiers S et ne sont pas des ressortissants étrangers. C'est ça la réalité. Alors, on peut vouloir se faire peur, on peut tenter d'en faire de la petite récupération politique. Je pense que le débat politique mérite mieux que ça. Le terroriste de Trèbes avait la nationalité française. Nicolas Baric. Depuis qu'il était enfant, contrairement à ce qui a été dit ces jours depuis derniers. 2004. C'est vrai qu'il faut être précis là-dessus. Oui. D'ailleurs, allez-y. Précisons les choses sur la nationalité française de cet individu. La nationalité française, de fait, son fils mineur l'a eu. En 2004, il était enfant, il était français, et pourtant, il a commis un acte terroriste. Le député LR, Éric Ciotti, a dit de son côté qu'il ne fallait pas sortir de l'état d'urgence. Alors là aussi, qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'attentat pendant l'état d'urgence? Là encore, soyons un peu sérieux. La loi que nous avons votée sur le renseignement nous permet aujourd'hui d'avoir les mêmes moyens de sécurité, mais de les cibler exclusivement sur le risque terroriste. Parce que l'état d'urgence peut permettre, par exemple, de surveiller ou d'empêcher les actions d'un syndicaliste. On parlera tout à l'heure du climat social. Moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux. Donc aujourd'hui, les moyens sont là. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a eu des attentats avec l'état d'urgence et que sur un loup solitaire, comme celui qui vient de frapper à Trèbes et à Carcassonne, ça n'est pas la situation de l'état d'urgence qui aurait changé quoi que ce soit. Là encore, on est sur des sujets qui sont suffisamment sérieux pour éviter la récupération politique. Et encore une fois, le loup solitaire, pour l'instant, l'enquête est en cours et on ne sait pas s'il y a d'éventuelles complicités. Un dernier point avec vous, Laurence Ferrari, nous passerons à autre chose. On n'arrive pas à surveiller donc les fichiers S pour radicalisation sur notre sol. Il y a ceux qui sont... D'abord, beaucoup le sont. Qui vont sortir... Ne négligeons pas que ces 15 derniers mois, ce sont 22 attentats terroristes qui ont été déjoués en France. Dont 3 depuis le début de l'année. Voilà, c'est ça aussi la réalité dont on parle peu, et tant mieux parce qu'on n'a pas vocation à mettre cela en scène. Mais la réalité, c'est aussi donc 10 800 personnes radicalisées, soupçonnées pour radicalisation sur notre sol. Plusieurs centaines dans les prisons qui vont être relâchées dans les années qui viennent. Et puis tous ceux qui peuvent revenir du djihad de Syrie et d'Irak. Il faut craindre aussi le retour de ces djihadistes français détenus actuellement par les Kurdes de Syrie abandonnés par les Occidentaux, qui pourraient être tentés de les relâcher et de leur dire « mais rentrez dans votre pays ». Oui, c'est ce qu'on appelle les retournés. Aujourd'hui, vous savez, on a à peu près 700 Français qui sont partis faire le djihad, qui sont partis faire la guerre. 300 sont morts sur place. Un certain nombre sont identifiés. Il reste, selon nos chiffres, 258 adultes qui sont sur place et qui pourraient revenir. Et là encore, vous voyez, certains font de la politique et disent il faut leur interdire de revenir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Notamment les mères isolées avec des enfants. Elles vont revenir quand même. Et donc je crois qu'il vaut mieux les suivre, les accueillir, les emprisonner chaque fois que des actes délictuels ou criminels ont été commis pour faire en sorte qu'on puisse identifier justement le risque. Plutôt que de se contenter de dire non, interdiction formelle de revenir, dites-vous bien que ces femmes, ces enfants, 77 enfants de moins de 13 ans sont concernés. Ils reviendront. Et donc, il vaut mieux effectivement... Et les 258 hommes dont vous parliez, qu'est-ce qu'on en fait? On les emprisonne parce que ce qu'ils ont fait... Mais on leur dit de revenir.
Non, mais on ne leur dit pas de revenir. Vous savez que selon les pays, on fait confiance à la justice quand elle est organisée pour décider des sanctions. Et celles et ceux qui, de toute façon, aujourd'hui, sont encore en liberté, et certains le sont, n'attendent pas qu'on leur dise de revenir ou pas pour revenir. Je pense qu'il faut élever un peu le débat et pas le caricaturer ainsi. Christophe Castaner est l'invité du grand rendez-vous en ce dimanche matin. On marque une très courte pause et on se retrouve tout de suite après. Nicolas Barré, Laurence Ferrari, David Doucan. Le grand rendez-vous avec Christophe Castaner, ministre des Relations avec le Parlement et patron d'En Marche. On reprend avec vous, Nicolas Barré. Oui, la France est entrée dans une période, disons, de perturbation sociale, de perturbation dans les transports. Et néanmoins, Emmanuel Macron a déclaré à Bruxelles cette fin de semaine, l'impact des mouvements sociaux n'existe pas sur les réformes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'arrogance ou en tout cas d'imprudence par rapport à ce qui se passe et à ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? Ni arrogance, ni imprudence, mais une volonté politique, celle de mettre en œuvre ce pourquoi les Français ont élu Emmanuel Macron, pourquoi ce gouvernement travaille. Nous savions, par exemple, sur la SNCF, que nous risquions d'avoir une mobilisation interne à la SNCF. Parce que chaque fois qu'un gouvernement a voulu changer la SNCF, il s'est heurté à un mouvement. Donc on fait quoi? On fait comme avant? On ne fait rien. On ne change rien. Et pourtant, la SNCF va mourir. Je suis un peu brutal en vous disant cela, mais aucune structure ne peut accepter d'avoir 14 milliards d'euros d'argent public, d'avoir une baisse de la qualité de son service. Quand j'étais gamin, pour faire Marseille-Nice, il fallait 25 minutes de moins qu'aujourd'hui. Et pourtant, il y a 14 milliards d'euros d'argent public et 3 milliards d'euros de dettes supplémentaires chaque année. Mais donc, ça veut dire qu'il n'y a rien à négocier sur ce plan SNCF qui a été annoncé. Il n'y a pas de compromis possible par rapport à ce que vous avez dit. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut travailler. Lesquels, par exemple? Mais si la base de discussion, c'est le statu quo et on ne change rien, voire on rajoute un peu d'argent public, effectivement, ça n'est pas une négociation. Ce qui peut être négocié, c'est par exemple les modalités d'entrée en concurrence. On ne traitera pas de la même façon certaines régions, où les présidents de région sont très volontaires d'ailleurs sur ce sujet, et l'Île-de-France, qui a une complexité technique qui nous amène à avoir des approches qui sont un peu différenciées. Donc ça, on va le négocier. On va le négocier. Il y a déjà une trentaine de réunions qui ont été organisées sur ce sujet de la SNCF dans le cadre de la concertation avec Elisabeth Borne, et donc nous souhaitons poursuivre cela. Il y a un sujet dont on peut parler, c'est au fond, la grille de rémunération des cheminots, mais non pas seulement ceux de la SNCF. Parce que qui dit concurrence dit qu'il y aura des sociétés qui vont venir, privées, publiques, qui vont intervenir. Ben là encore, je pense qu'il faut qu'avec les partenaires sociaux, on puisse identifier le bon niveau de rémunération, une sorte d'accord de branche. Aujourd'hui, ça n'est pas négocié parce que c'est la SNCF et seulement la SNCF, avec le statut de la SNCF. Ben, ça fait partie des choses qui sont sur la table. Je demande aux représentants de la profession de ne pas travailler seulement pour ceux qui sont dans le système, mais de s'intéresser aussi à ceux qui vont venir. Au fond, des sociétés publiques pourront venir en concurrence de la SNCF? Oui, par exemple, une régie de transport des Bouches-du-Rhône pourrait répondre à une sollicitation qui serait sur une ligne ouverte par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et pourrait être en concurrence avec la SNCF. C'est techniquement possible, ça fait partie des choses que nous allons faire. De la même façon, ce qui est négociable, c'est la façon dont on ouvre à la concurrence. Sans être trop technique, vous pouvez faire soit attribuer des lignes en disant je vais faire Paris-Lyon et donc je vais l'attribuer, je vais l'ouvrir à la concurrence. Ou alors vous pouvez dire voilà, la SNCF elle a telle offre et s'il y a des concurrents qui veulent venir, ils s'intercalent dans cette offre. Au bout du compte, ça aura un avantage, c'est que ça offrira plus de trains et peut-être des meilleurs prix aux usagers. La CGT envisage un conflit long, 3 mois au minimum, avec une menace de désorganiser le travail entre les jours de grève. On sait qu'il y aura un système qui permettra à la fois faire des jours de grève et des jours sans grève. Est-ce que vous demandez des explications à la CGT cheminot? Il y a un courrier qui a été révélé par le Parisien. Oui, j'ai été surpris et choqué par ce courrier qui effectivement dépasse le droit légitime de grève. Parce qu'évidemment, je veux le réaffirmer ici, ce droit de grève, il est légitime, tout comme le droit de discuter, de concerter est légitime aussi, et que quand on voit la société évoluer, on peut se dire que les syndicats peuvent aussi, dans leurs discussions, changer. Mais effectivement, la volonté, je vais le mettre entre guillemets, mais je vais être un peu brutal pour un dimanche matin, de vouloir bordéliser la vie de celles et ceux qui utilisent tous les matins les transports pour aller à leur travail, ne me semble pas juste. On a le droit à la grève, on a le droit à la manifestation, mais en même temps, on ne doit pas avoir cette stratégie, et ce qui est écrit dans ce mail est assez révélateur, de nuire au maximum à l'usager pour faire pression sur le gouvernement.
Alors vous avez, pour réformer la SNCF, passé par les ordonnances, on a suivi cela, mais j'explique juste pour les gens qui nous écoutent et nous regardent, quand on utilise les ordonnances, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi. Il y a une loi d'habilitation qui doit être votée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous feriez un excellent secrétaire d'État en relation avec le Parlement. Non, je vous laisse cette responsabilité, je préfère davantage vous poser les questions, y compris celles qui peuvent fâcher. La question est la suivante, est-ce que vous appelez la droite parlementaire à l'Assemblée, au Sénat, à voter pour cette loi d'habilitation aux ordonnances de réforme de la SNCF? Bien sûr. Comme j'appelle aussi le groupe Nouvelle Gauche du Parti Socialiste, à confirmer le vote qu'il a fait l'année dernière sous l'ouverture à la concurrence de la SNCF. Évidemment, je pense que la cohérence des prises d'opposition de la droite ou des votes du Parti Socialiste doit nous amener à faire bloc, et je dirais même d'aller plus loin. Je pense par exemple à la France Insoumise, qui, comme nous, sont très attachés au service public de la SNCF. La différence, c'est que moi, je sais que le statu quo tue le service public, alors que ce que nous proposons va conforter le service public. Pas de suppression des petites lignes. Et une société nationale publique détenue à 100% par l'État avec des fonds incessibles. C'est ça la réalité du texte de loi. Tout le reste, tout ce que j'ai entendu, y compris dans la manifestation jeudi, ou très régulièrement dans la bouche de certains responsables, on dit responsables, mais je pense qu'ils le sont assez peu politiques. Vous pensez à qui exactement? Parce que... Quand j'entends M. Corbière, M. Mélenchon nous expliquer qu'on va privatiser la SNCF, je le dis, c'est faux. Quand j'entends les uns et les autres nous expliquer que c'est un abandon du service public, je leur dis, c'est au contraire le fait de vouloir sauver le service public. La première partie de notre réunion, on l'a consacrée à la question de la sécurité. Vous savez que les 14 milliards d'euros d'argent public qui sont mobilisés dans la SNCF, c'est plus que le budget des gendarmes et des policiers en France. Je ne suis pas convaincu que les Français aient fait ce choix-là. Je pense même que les Français ne le savaient pas, qu'en réalité, nous mettions autant d'argent dans un service public parce qu'au quotidien, ils voient aussi la dégradation. Et la question de la dégradation, ça n'est pas la faute des cheminots ou des agents de la SNCF. C'est la faute d'une non-gouvernance ou de mauvais choix faits depuis 30 ans par ceux qui sont en responsabilité. Une question rapide à l'ancien socialiste. Lorsque vous voyez dans la manif de jeudi Jean-Luc Mélenchon acclamé et Olivier Faure, nouveau... premier secrétaire de votre ancien parti, le Parti Socialiste, sifflé. Ça vous inspire un commentaire? Oui, j'étais triste. J'étais triste de voir ces images-là. Je reproche à Olivier Faure un contre-pied total, de vouloir exister dans une opposition systématique, bête et méchante par rapport à nous. Mais je reproche aussi la façon dont il a été rejeté violemment de la manifestation. Et ensuite, quand je vois Jean-Luc Mélenchon faire la stratégie du coucou, c'est-à-dire venir dans la grève, alors qu'au fond, ça n'est pas sa grève, c'est celle de la fonction publique, c'est celle des cheminots, pour en faire de la récupération politique, ça ne me semble pas à la hauteur de ce que nous devons faire. Moi, j'aimerais qu'il nous fasse des propositions pour la SNCF. Ils en font. Quelle est aujourd'hui... Non, Jean-Luc Mélenchon, je n'ai pas entendu une seule proposition pour sauver la SNCF. Si, il y en a une qui vient assez souvent, c'est il faut, je vais caricaturer évidemment, mais il faut prendre plus d'argent aux riches et en mettre plus dans le service public sans se préoccuper de la qualité des résultats. Je pense que ça n'est pas comme ça qu'on doit diriger ce pays. Nicolas Barré. Les retraités se plaignent de la hausse de la CSG qui touche une grande majorité d'entre eux. Le Premier ministre a décidé de corriger cette mesure pour 100 000 d'entre eux. Alors d'abord, est-ce que ça voulait dire qu'il y avait là une injustice ? Et puis, question subsidiaire, est-ce que vous allez restaurer, vous savez, cet avantage fiscal qui avait été supprimé par des gouvernements précédents, la demi-part des veuves? Est-ce que vous allez restaurer cet avantage fiscal qui coûte 1 milliard d'euros? Alors, plusieurs remarques. D'abord, le Premier ministre s'est prononcé, en fait, vous savez, c'est toute la difficulté de l'effet de seuil. Si vous êtes au-dessus des 1 431 euros qui déclenchent, à 1 euro près, vous perdez beaucoup plus qu'1 euro. Et donc, il a mis en avant le fait que cette mesure devait être corrigée. On peut faire ce qu'on appelle un effet de tuilage qui peut permettre de corriger cela. Ce sera fait dans le cadre de la loi de finances. Ensuite, donc, l'année prochaine. Oui. C'est pas immédiat pour les retraités qui nous écoutent, qui le comprennent. Ça n'est pas immédiat. Il a dit tel quel. Il a annoncé qu'effectivement, ce serait dans le cadre de la loi de finances. Deuxième sujet, moi, je sais qu'effectivement, 60% à peu près des retraités ont connu une hausse de CSG. Je sais que pour 80% d'entre eux, elle sera neutralisée par la suppression de la taxe d'habitation. Donc, dans l'année, elle sera neutralisée. Octobre. Et que pour 20%, tard, les 20% les plus aisés, et il y a des retraités aisés dans ce pays, c'est une contribution nette qui vise à augmenter les salaires nets de tous les salariés de France. N'oublions pas cela. Certes, la CSG a augmenté pour tous, d'ailleurs pas que pour les retraités, mais elle permet à 21 millions de Français salariés du privé d'avoir une augmentation du travail, de la valeur du travail et de ce qu'ils touchent à la fin du mois, et ça augmentera encore d'ici la fin de l'année. Deuxième élément pour compléter cela, les retraités les plus fragiles, 40%, ne sont pas impactés.
Et mieux entre guillemets, le minimum vieillesse va augmenter dans quelques jours, le 1er avril, d'un niveau qu'on n'a pas connu depuis de longues années. Et donc là encore, attention, on ne fera pas les petits retraités. Au contraire, pour les plus fragiles, les 60% qui sont oui, mais impactés. c'est important de parler de tous les Français. Donc j'ai envie de vous parler des 21 millions de Français qui connaissent une augmentation. Vous savez, l'augmentation de la CSG, c'est à coût neutre pour l'État. Mais donc là, il y a des recettes et des dépenses. Vous nous expliquez qu'il n'y a pas besoin d'un geste supplémentaire, donc la demi-part des veuves, c'est... Non, mais je suis en train de vous expliquer qu'il y a déjà des gestes supplémentaires pour les petites retraites, et notamment l'augmentation du minimum vieillesse. Je ne néglige pas celles et ceux qui sont extrêmement fragiles. Je ne néglige pas celles et ceux qui, parce qu'on est à la sortie de l'hiver, n'ont pas pu payer leur facture d'énergie. Et donc le chèque énergie, ils vont recevoir dans quelques jours en moyenne les plus fragiles d'entre nous, 150 €. Je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est un peu mon boulot d'en parler. Mais je sais effectivement que pour certains retraités, 20% au terme de cette année, il y a un effort significatif qui leur est demandé. C'est un effort intergénérationnel pour ceux qui ont les plus grosses retraites. Mais on sait c'est ainsi qu'on peut le faire. On sait que la demi-part des veuves est en débat au gouvernement actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non vous allez restaurer cet avantage fiscal? Je ne voudrais pas être trop technique, mais la demi-part des veuves, d'abord, a fait l'objet, elle a été décidée par le gouvernement de François Fillon. 2008. Donc, vous voyez, il y a quelques années. Le gouvernement précédent a fait quelques correctifs, notamment parce que la demi-part des veuves avait entraîné non seulement une augmentation fiscale, mais la perte de l'exonération partielle ou totale de la taxe d'habitation. Et par 2 fois, le gouvernement précédent socialiste avait neutralisé les effets de cela. Ce sont des dispositifs que nous avons pérennisés. Et donc, l'impact de la suppression décidée par François Fillon de la demi-part des veuves est moindre aujourd'hui. Et ensuite, le débat est ouvert. Il reste un impact. Le débat est ouvert sur des évolutions législatives dans le code de la loi de finances qui pourraient porter sur ce sujet ou sur d'autres. Mais ce que je voudrais vous dire quand même, c'est que pour distribuer de l'argent, il vaut mieux l'avoir. Et la France est quand même un pays assez bizarre où on s'est habitué à distribuer de l'argent qu'on n'avait pas. Cette année, le niveau de déficit va être beaucoup plus faible que d'habitude. C'est l'effort des Français et la dynamique économique qui nous permet cela. Mais nous serons quand même à 67 milliards d'euros. C'est-à-dire que cette année, nous avons dépensé pour 2017 67 milliards d'euros de plus que ce que nous avons. C'est-à-dire, en gros, entre 25 et 30% du budget. C'est comme si à chaque fin de mois, celui qui nous écoute ou celle qui nous écoute se dit je vais pouvoir dépenser, si je gagne 2 000 €, 600 € de plus. Ça n'est pas possible. Et donc, il faut, là encore, raison garder et se dire que pour distribuer de l'argent, il vaut mieux commencer par le produire. C'est exactement les choix économiques que nous faisons. Vous voulez faire aussi un petit coup de pouce en direction des fonctionnaires pour revaloriser leur rémunération seulement pour les fonctionnaires les plus mal payés. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Comment est-ce que vous allez choisir parmi les fonctionnaires au mérite? Est-ce que ceux qui travaillent plus vont gagner plus, M. Castaner? Non, là, la mesure dont parlait Gérald Darmanin concerne, et on le sait, c'est assez facile, les catégories C, c'est-à-dire il y a 3 catégories dans la fonction publique, même 4, parce que la catégorie A est sous-divisée, et donc ce sont effectivement ceux qui ont des niveaux de rémunération qui sont très proches du SMIC. Et donc c'est pour eux qu'un effort doit être fait, tout en précisant quand même que par différentes mesures qui ont été mises en œuvre en 2016 et en 2017, le salaire moyen de la fonction publique a fortement augmenté. Dans la fonction publique d'État, par exemple, c'est 3,7% d'augmentation pour l'année dernière. C'est quand même significatif. Christophe Castaner est l'invité du Grand Rendez-vous en ce dimanche matin, 2e pause, et on se retrouve très vite. 3e et dernière partie du Grand Rendez-vous, notre invité est Christophe Castaner, ministre des Relations avec le Parlement et patron du parti En Marche. On reprend avec vous, Laurence Ferrari. Est-ce que vous avez trouvé Nicolas Sarkozy convaincant jeudi soir à la télévision lorsqu'il est venu se défendre après sa mise en examen dans l'affaire du financement présumé de sa campagne de 2007 par de l'argent libyen? Et est-ce que c'est la France que l'on attaque à travers lui? En tout cas, c'est ce qu'il dit. 2 remarques. D'abord, il ne m'appartient pas de commenter une décision de justice. J'ai déjà utilisé ce propos, y compris, ça avait créé une petite polémique parce qu'on évoquait le fait que je puisse dire l'inverse de ce qu'un ou une de mes collègues avait pu dire. Je pense que quand on est ministre, on fait attention à ne pas interférer dans une affaire de justice. Là, je vais juste demander s'il était convaincant. Donc, je ne commenterai pas évidemment sur ce sujet. Juste qu'on comprenne, vous faites référence à Marlène Schiappa. Oui, et où je partageais à la fois le fond de ce qu'elle disait, mais sur la forme, j'ai rappelé, mais ce qui était aussi sa volonté, de ne pas interférer dans une décision de justice. Alors, évidemment, ce sera la même chose pour Nicolas Sarkozy. Si je vous dis ça, je dois réaffirmer une chose, c'est qu'un ancien président de la République, un ministre, un parlementaire, un élu, doit se voir appliquer la justice dans les mêmes conditions que n'importe quel citoyen. Est-ce que c'est la France qu'on attaque à travers lui, comme c'est ce qui se passe aujourd'hui, et la mise en cause personnelle de Nicolas Sarkozy n'est pas la France. Ça n'est pas le sujet. Et donc, il est important qu'il puisse se défendre. Moi, je l'ai trouvé convaincant, parce que ce qu'il a dit à la télé semblait convaincant, mais comme je n'ai absolument pas
accès au dossier de justice. Je ne sais pas si le dossier de justice est convaincant ou pas, donc je ne veux pas commenter cela. Mais je veux réaffirmer que tout citoyen, qu'il soit puissant ou misérable, doit rendre des comptes à la justice à chaque fois que c'est nécessaire. Pardon, mais vous l'avez trouvé convaincant, Nicolas Non, Sarkozy? mais oui, sur la base de ce qu'il a dit avec ses propos. Mais le problème, c'est que pour être convaincu, il faudrait connaître le dossier. Le seul qui connaît le dossier, c'est Nicolas Sarkozy et le juge. Nicolas Barré. Les seuls. Pour Laurent Wauquiez, le patron de LR, le recours à la garde à vue, je le cite, est humiliant et inutile. Alors, est-ce que vous partagez ce point de vue? Et puis, est-ce que c'est le rôle, sinon, d'un chef de parti de qualifier un acte de procédure judiciaire? D'abord, non, ce n'est pas le rôle d'un chef de parti, quel qu'il soit. Et ensuite, je vous ai dit précédemment que nous devons être devant la justice les mêmes, que l'on soit puissant ou misérable, que l'on soit ancien président de la République ou qu'on soit affamé et qu'on était dans la situation de voler dans un supermarché. Je crois que, vraiment, il faut sur cela se montrer exemplaire et être avec la classe politique plus exigeant encore qu'avec n'importe qui. Mais est-ce que Laurent Wauquiez est gêné par cette affaire Nicolas Sarkozy? Est-ce que ça obère la reconstruction de la droite à votre sens? Vous êtes chef de parti. Je pense que Laurent Wauquiez obère la reconstruction de la droite tout seul. Il n'a pas besoin d'aide sur ce sujet. Alors éloignons-nous un petit peu de la procédure judiciaire qu'effectivement vous ne pouvez pas commenter. Et pour parler politique, Ségolène Royal, qui était votre candidate en 2007, à l'époque vous étiez toujours socialiste, a déclaré « Ma pensée va aux millions de citoyens qui ont le droit de savoir si le match de la campagne de l'époque était à armes égales ». Est-ce que vous comprenez cette réflexion de Ségolène Royal? Non. Non, le match, nous l'avons perdu. Nicolas Sarkozy l'a gagné. Et ce dont on parle n'a strictement rien à voir avec le choix des Français. Laurence Ferrari. Les européennes, c'est donc pour le 26 mai, le dimanche 26 mai 2019. On a la date, mais on n'a toujours pas la tête de liste pour La République En Marche. Vous dites que vous voulez l'annoncer le plus tard possible. Ça veut dire déjà que vous savez qui c'est. Et c'est finalement Emmanuel Macron qui va décider tout seul ou pas? Non, mais d'abord, je ne la connais pas et donc je ne suis pas en train de vous cacher quoi que ce soit. Vous savez, on est au contraire le premier mouvement politique qui s'est lancé dans la campagne européenne. Nous avons annulé hier, pour les raisons que vous connaissez, la Grande Marche pour l'Europe que nous allions lancer, où on allait à la rencontre des Français dans plus de 1150 sites en France, avec des dizaines, des centaines, des milliers d'adhérents de la République En Marche qui allaient parler Europe. Et donc, nous croyons profondément à la nécessité de réhabiliter l'Europe. Parce que nous aimons l'Europe, nous voulons la changer, donc il faut s'y prendre longtemps à l'avance. La question de la tête de liste viendra le moment venu, et plutôt en début d'année prochaine. J'échange avec énormément de gens aujourd'hui. Ce que je veux, c'est une liste qui incarne le dépassement politique, qui ne soit pas celle d'un seul mouvement politique. Il y a un cœur, la République En Marche et le MoDem, mais nous avons vocation à l'élargir le plus possible. Oui. Ce que je veux aussi, c'est des gens représentatifs au maximum de cette ambition européenne. Et ce que je ne veux pas, c'est que ce soit une liste, comme on a toujours vu jusqu'à présent, où l'on recycle les défaits des scrutins précédents. Je souhaite une liste de gens qui croient profondément à l'Europe, qui vont s'y consacrer totalement et qui permettront effectivement d'accompagner le discours, l'ambition européenne du président de la République, parce qu'il n'y aura pas de succès en France si l'Europe est fragile. La gauche et la droite qui quittent ensemble l'Assemblée nationale après une réponse de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, franchement, on avait rarement vu ça. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous n'allez pas limiter le nombre d'amendements des parlementaires en fonction de la taille de leur groupe à l'Assemblée? Les discussions sont en cours, mais au-delà... Mais vous comprenez que ça choque quand même. Non, mais ce qui s'est passé cette semaine, c'est le cirque. On va appeler un chat un chat. Le cirque d'opposants qui refusent à la ministre de dire, vous savez, ce qui compte dans les amendements, c'est pas le nombre, c'est la qualité. Et elle n'a pas totalement tort quand vous savez que dans la mandature précédente, nous avons déposé, et j'y ai contribué comme député, 260 000 amendements. Est-ce que vous pensez qu'on fait bien la loi quand on dépose 260 000 amendements dans une mandature? La réponse est non. Et donc, si on veut un Parlement avec moins de parlementaires, il faut leur donner les moyens de mieux travailler. Mieux travailler, c'est effectivement éviter ces amendements totalement stériles, où pour faire de l'obstruction et avoir 2 minutes de temps de parole, vous faites un amendement où vous mettez le chiffre de 2000, par exemple, en référence, 2000 habitants pour une commune, puis ensuite 1998, 1997, 1996, et comme ça, vous avez 2 minutes, vous faites de l'obstruction. Mais ça, et jamais personne... Ouais. Mais c'est la méthode qui est contestée, en fait, Christophe Castaner. C'est l'idée de dire, en fonction de la taille du groupe politique auquel on appartient, on a plus ou moins d'amendements. C'est vrai que ça pose question sur le plan des principes.
Non, mais vous savez, il n'y a aucun texte du gouvernement qui a été posé sur la table. Donc nous entendons cette inquiétude-là et nous veillerons à donner toutes les garanties pour que personne n'ait le sentiment que le droit d'amendement soit interdit à qui que ce soit qui siège à l'Assemblée ou au Sénat. Mais à l'inverse, si on pouvait effectivement travailler dans de bonnes conditions, je pense que les Français qui regardent de temps en temps l'Assemblée nationale, qui ont peut-être regardé la question d'actualité évoquée et qui a provoqué le départ de nos oppositions, ça c'est la nouveauté, c'est qu'on en a plusieurs d'oppositions, dès lors qu'on est le pôle central, on a à notre droite des gens qui sont notre opposition et à notre gauche aussi, mais ça c'est aujourd'hui le nouveau schéma politique dans lequel nous sommes, nous nous y habituons plutôt bien, mais il n'empêche que les Français qui ont pu regarder ou qui regardent les questions d'actualité ou qui regardent les travaux à l'Assemblée ou au Sénat ne sont pas convaincus que nous travaillons dans les meilleures conditions. Ce qui compte, c'est effectivement d'améliorer nos conditions de travail et les conditions d'élaboration de la loi pour qu'elles soient moins tatillonnes, moins administratives. Une des propositions qu'on fait, par exemple, c'est qu'un amendement qui ne relève pas de la loi et qui relève du règlement, du décret, soit juste considéré comme irrecevable. C'est le cas en droit. Et pourtant, on continue à faire des lois brouillonnes où on multiplie des amendements, des sous-amendements et au bout du compte, on a des textes illisibles. Alors, Christophe Castaner, toujours sur cette réforme des institutions, je vous lance un défi. Une réponse directe. Je suis sûr que vous pouvez y parvenir. Quel sera le taux de proportionnel que le gouvernement veut instaurer pour la prochaine mandature ? Direct, entre 10 et 25%. Voilà. Vous ne réussissez pas ce défi. Mais non, mais on veut le connaître. Au bout d'un moment, il faut je veux le faire donner. une confidence. Le président de la République, parce qu'on est là sur des sujets qui relèvent du président de la République, va le décider après avoir poursuivi les échanges qu'il a avec les présidents de chambre, avec les responsables des grands mouvements politiques français. Et il arrêtera ce qui lui semble être le chiffre le plus efficace pour éviter l'instabilité parlementaire qu'on connaît par exemple en Italie, quoique il y a un accord politique qui vient d'être établi en Italie, on verra combien de temps il dure. Et donc c'est ce chiffre-là. Mais notre objectif, c'est d'abord de baisser de 30% le nombre de parlementaires, ensuite de mettre, comme il l'avait annoncé, une dose de proportionnelle. Mais on ne saura et toujours dans pas les laquelle. jours, mais c'est pas moi qui vais vous, c'est pas moi qui vais vous l'annoncer. Bon. C'est le président de la République lui-même. Défi échoué, Christophe Castaner. Non, mais d'autant plus que je ne connais pas le chiffre aujourd'hui vers lequel s'oriente le président de la République. Laurence Ferrari. Le projet de loi sur les outrages sexistes a été adopté. Il s'agit de verbaliser, sanctionner le harcèlement de rue pour les femmes. Les syndicats de police disent que c'est inapplicable. À quoi ça sert de faire adopter quelque chose qui ne sera pas appliqué, Christophe Castaner ? Je pense qu'ils ont tort parce que quand vous avez un risque de sanction, ça change les comportements. Vous savez, si vous prenez l'autoroute, vous voyez qu'aujourd'hui, on roule plutôt en moyenne. Les conducteurs le savent, on met le stabilisateur à 134 km/h, comme ça on est tranquille, on ne risque rien. Et en quelques années, les comportements ont changé. C'est pas parce que d'un coup les Français se sont dit tiens, il faut faire attention, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un risque de sanction. C'est exactement ce que nous faisons. Un outrage sexiste aujourd'hui, celui qui le commet, c'est qu'il n'y a aucun risque de sanction. Là, demain, il saura qu'il y a une peine d'amende significative. Je suis sûr que déjà cette dimension-là pourra avoir une efficacité. Et ensuite, il y aura les flagrants délits. À l'inverse de ce que disent certains syndicats de police, ceux qui sont par exemple dans la police de nos transports publics disent que pour eux, ce sera un outil efficace. Donc, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. On propose quelque chose qui peut marcher, qui doit marcher, parce que c'est le fond qui est essentiel, c'est-à-dire les comportements généralement d'hommes, dans l'essentiel des cas, totalement inacceptables dans le quotidien des femmes qui le subissent. Prenons ces mesures et nous les évaluerons. Dernière question, Nicolas Barré. Un sondage IFOP dans le JDD ce matin montre qu'une liste conduite par Benjamin Griveaux, La République En Marche, à Paris, arriverait légèrement en tête devant une liste conduite par Anne Hidalgo. Ça vous conforte dans l'idée d'essayer de déloger Anne Hidalgo de la mairie de Paris ? Ce sondage montre surtout le besoin d'alternance politique à Paris. Aujourd'hui, on voit bien que Anne Hidalgo est décrochée par rapport aux Parisiens. C'est ce que très légère avance, ça se tient en 32-29. Elle a perdu 10 points. Elle a perdu. Bon. Non, là, vous parlez du résultat sondage. Ça, vous savez, c'est dans 2 ans, c'est des questions de personnes. Moi, franchement, je m'en fiche un peu parce que ça ne veut rien dire. Mais ce qu'on voit, c'est le taux d'adhésion des Parisiens à la politique menée par Anne Hidalgo et Anne Hidalgo qui s'effondre. Et donc, il y a un besoin d'alternance fort sur Paris, comme dans beaucoup de communes de France. Auquel La République En Marche va répondre. Mais comme dans toutes les communes de France, avec des approches différenciées, il y a des endroits où on travaillera avec le maire sortant, qu'il ait été élu PS ou qu'il ait été élu les Républicains. Là-dessus, nous sommes très pragmatiques. Il y a des endroits où nous constaterons, il ne sera pas candidat partout, mais vous savez, à Paris, Christophe. Je vous répondais, voilà, vous savez, on est colocataire avec Benjamin Griveaux, et donc du coup, il a naturellement toute mon affection. Bon, alors nous arrivons au terme de cette émission, mais alors très rapidement.
rapidement pour conclure, est-ce qu'on ne pourrait pas abolir le changement d'heure que nous avons à nouveau subi cette nuit? Il y a des députés européens qui disent ça sert à rien, il faut revenir dessus. Vous avez une position là-dessus? Je veux vous dire, à chaque fois, 2 fois par an qu'on change d'heure, on a toujours ce débat et vous avez autant de gens qui vous expliquent que c'est formidable que de gens qui vous expliquent que c'est un problème. Donc, moi, j'ai du mal à me faire une religion et vous allez dire qu'une nouvelle fois, je ne suis pas clair dans ma réponse, mais même sur ça, vous n'avez pas de Je suis désolé, mais objectivement, je ne sais pas. C'est bien, mais en même temps, c'est pas bien. C'est ça. Non, mais ce qui compte, ça a été fait à un moment de besoin d'économie d'énergie. Ouais, on sait bien que ça n'entraîne aucune. Si, non, vous êtes dans la catégorie de ceux qui plaident pour la suppression, mais je peux vous dire qu'on entend aussi ceux qui plaident à l'inverse sur ce sujet. Si c'était aussi simple que ça, depuis le temps, je pense qu'on aurait réglé et aboli le changement d'heure. Ça me semble un peu plus compliqué et je suis désolé, sur ce sujet fondamental, ma doctrine n'est pas claire. Merci beaucoup Christophe Castaner d'avoir été notre invité en ce dimanche matin. Merci Laurence Ferrari, merci Nicolas Barré, et merci à vous tous qui nous êtes chaque semaine toujours plus nombreux à nous suivre. À dimanche prochain, même endroit, même heure.